Marc Bloch entre au Panthéon. Il fut historien, combattant de la Grande Guerre, juif persécuté, héros de la Résistance. Les facettes du grand homme sont multiples et pourtant assez méconnues. Pour comprendre les héritages qu'il nous lègue et ce que sa panthéonisation inscrit dans la mémoire nationale, nous réalisons une émission spéciale produite par Academ et RCJ. Laurence Goldman est à mes côtés. Nous animerons ensemble cette émission en 2 volets. Bonjour Laurence Goldman. Bonjour Elisheva Gottfarstein. Dans cette émission, nous recevrons tout d'abord 2 historiens, Yann Potin et Pierre Savy, avec lesquels nous nous pencherons sur la vie et le parcours de Marc Bloch en interrogeant plus particulièrement sa judéité. Puis dans un second temps, nous échangerons avec la sociologue Sarah Gainsburger et l'enseignante en histoire Joëlle Alazard. Elles nous diront quel sens revêt aujourd'hui cette cérémonie très solennelle d'entrée au Panthéon. Et pour ponctuer ces 2 moments d'analyse et de réflexion, le comédien Daniel Kenningberg nous proposera une lecture des 2 textes essentiels de Marc Bloch sur sa judéité. Et je précise, avant de vous redonner la parole, Elisheva, que la famille de Marc Bloch, que nous avons sollicitée pour cette émission, n'a pas répondu à notre invitation. Merci Laurence Goldman. Et tout de suite, nous accueillons Yann Potin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, conservateur en chef aux Archives nationales et vous avez co-dirigé avec Florian Mazel un ouvrage collectif consacré à l'héritage intellectuel de Marc Bloch et à l'actualité de sa pensée, Marc Bloch, l'histoire en résistance, qui paraît au Seuil. Et avec nous également Pierre Savy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, médiéviste, spécialiste de l'histoire des Juifs, notamment des relations entre Juifs et chrétiens. Vous avez publié récemment avec Lisa Wapner « Brève histoire des croyances et préjugés antisémites », toujours au Seuil, et vous travaillez actuellement sur les archives de Marc Bloch. Alors je vais commencer avec une première question pour vous, Pierre Savy. L'homme qui entre au Panthéon est avant tout un historien médiéviste à la carrière universitaire exemplaire, qui est notamment connu pour avoir fondé cette revue historique, la Revue des Annales. Est-ce que vous pourriez nous expliquer avant tout en quoi il a révolutionné sa discipline? Pourquoi finalement on le considère comme un historien majeur? Oui, c'est une grande question. On le considère comme tel parce qu'il a, aux côtés de son compagnon, dont peut-être la visibilité a un peu diminué depuis quelques années, mais qui est un immense historien que j'espère on redécouvrira un jour. Vous parlez de Lucien Febvre. Je parle de Lucien Febvre, même s'il n'a pas connu la fin héroïque de Marc Bloch, mais ça n'empêche que c'est un très grand historien. Et tous 2 ont créé cette revue. Et en effet, cette revue et leurs travaux et les travaux qu'ils ont impulsés tous 2 ont révolutionné l'histoire universitaire, l'histoire scientifique. Mais de quelle manière? Alors, de plusieurs manières. Pour résumer, je dirais que d'une part, il y a un élargissement et un bouleversement du questionnaire de l'historien, c'est-à-dire, pour dire ça très simplement, une attention nouvelle prêtée par les gens qui écrivent de l'histoire à des questions et donc aussi à des sources qui permettent de répondre à ces questions, qui étaient un peu cantonnées soit aux marges de l'histoire, soit une sorte de curiosité qui, en dernière analyse, considérait que ça n'avait pas beaucoup d'importance. Donc on se met à réfléchir à des questions de caractère démographique, économique, de caractère fiscal. Et puis bientôt, on s'intéressera aussi à des questions qui renvoient un peu à ce qu'on appelle l'anthropologie historique, ce que les gens croient, ce que les gens pensent, et puis encore leur sexualité, la place des femmes, la place des faibles, etc. Donc un élargissement du questionnaire, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y en aurait 1000 autres, mais je vais être assez synthétique, je dirais que c'est le dialogue qu'acceptent désormais, et ça n'a plus guère évolué depuis, de nouer les historiens avec les collègues qui pratiquent des disciplines voisines, au premier rang desquelles j'évoquerai la sociologie, mais aussi l'anthropologie ethnographie, mais aussi l'histoire économique, le droit, etc. Et donc par rapport à une historiographie événementielle, disons, qui était respectée par Bloch et Febvre, il faut bien le dire, mais qui était quand même derrière eux et qu'ils considéraient comme devant être dépassés, Bloch, Febvre et l'histoire des annales, comme on l'appelle depuis, ont proposé de nouer vraiment un dialogue avec ces disciplines dans les sciences sociales. Est-ce qu'on peut dire qu'avec Lucien Febvre, ils ont appréhendé le fait historique et que finalement leur objectif c'était d'en faire une sorte de science de l'homme, de science des hommes? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si la formule se trouve, mais je pense que certains le savent, se trouve exactement comme telle dans leur texte, mais je pense que c'est une très bonne formule. L'homme et la femme, a-t-on envie aujourd'hui de préciser, dans même sa si ça va de soi, dans sa globalité, dans tous les aspects de sa vie, y compris des aspects
longtemps considérés comme triviaux. Il n'y a pas que les batailles, les traités de paix et les guerres, mais il y a aussi tous les aspects de la vie, ce que l'on mange, quand est-ce que l'on meurt, à quoi l'on rêve, etc. Et donc les historiens ont un peu organisé l'historiographie des annales en évoquant des générations successives, de façon tout à fait légitime. Donc eux, c'est la première génération. Ils ne sont pas complètement seuls, en fait. Ils ont des interlocuteurs qui appartiennent à la vie intellectuelle de l'entre-deux-guerres, disons. Et puis après eux viennent plusieurs générations, dont les auditeurs et auditrices connaissent sans doute les noms, enfin Fernand Braudel, Jacques Le Goff et d'autres encore, qui continuent de porter cet héritage historiographique. Yann Potin, ils font partie du cursus, incontournable pour les jeunes historiens ? On ne peut pas dire ça. Certainement après la panthéonisation, comme Pierre Savy le suggère, évidemment pour Bloch et secondairement pour Fèvre, sans doute il va y avoir une redécouverte. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, leur nom est cité comme tutélaire, c'est le terme qu'on pourrait évoquer. L'Apologie pour l'histoire de Marc Bloch peut être considéré comme un livre qu'on conseille dès le lycée pour les jeunes étudiantes et étudiants qui ont une vocation pour l'histoire, mais ils appartiennent au domaine de ce que nous appelons historiographie, c'est-à-dire non pas seulement l'histoire de l'histoire, mais les différentes manières dans le temps de faire l'histoire. Alors d'ailleurs, au passage, histoire, science de l'homme, c'est effectivement une expression de Lucien Fèvre, histoire, science de l'homme, virgule, histoire de science de l'homme, dans le temps, c'est-à-dire, c'est la particularité justement de l'histoire, c'est de prendre la temporalité comme ciment de l'ensemble de ce que nous appelons aujourd'hui les sciences humaines et sociales, cette idée que par l'histoire, on peut aborder tous les aspects du genre humain. Il y a un autre aspect très important dans la personnalité et l'historien qui a été Marc Bloch, c'est la manière dont il concevait le rôle de l'historien dans la cité. C'était pas quelqu'un qui restait enfermé dans sa tour d'ivoire, bien au contraire, il observait, on peut dire qu'il analysait son époque à la lumière du passé. Alors, c'est une très bonne question, parce que cette lumière du passé, elle ne peut venir que du présent, justement, pour Marc Bloch et Lucien Fèvre. C'est-à-dire qu'il y a cette idée fondamentale que c'est pas tant, pas seulement le passé qui éclaire le présent, mais que le présent éclaire le passé. C'est-à-dire, c'est l'expérience du présent qui, d'abord, justifie d'aller chercher dans le passé qui des précédents, qui des formes de réflexion, mais surtout des formes de comparaison, avec justement cette question de qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est semblable, qu'est-ce qui est dissemblable, et cette idée que fondamentalement, l'histoire est une sens d'expérience et pas seulement d'expérimentation. C'est-à-dire c'est parce qu'on a une expérience de la vie quotidienne qu'on est susceptible, non pas de faire renaître la vie des personnes du passé, mais de rentrer en dialogue. Donc, pour répondre tout à fait à votre question, c'est cette idée que l'activité de l'histoire, c'est un circuit permanent entre passé et présent. On l'a bien compris, Marc Bloch était un historien qui a révolutionné sa discipline, mais pour bien comprendre qui est celui qui entre au Panthéon, il faut évoquer ses origines, son histoire familiale. Il est issu d'une famille juive alsacienne, mais avant d'essayer de saisir les contours de sa judéité, peut-être un mot d'abord sur sa famille. Quel rapport entretenait la famille de Marc Bloch à sa judéité à la fin du XIXe siècle, Pierre Savy ? Alors ça, c'est un aspect sur lequel on dispose d'une documentation non nulle, mais pas non plus, autant que je sache, démesurée. Mais bon, on dispose quand même de beaucoup de travaux sur l'état de l'israélitisme français durant la Troisième République, et les Blochs s'inscrivent dans ce contexte. C'est ce que l'on appelle, je vais employer une expression très souvent utilisée, mais qui a eu de bonnes raisons de plaire, les fous de la République, selon la fameuse expression du livre de Pierre Birnbaum. Donc ce sont des gens qui appartiennent aux élites républicaines. Alors sur le plan sociologique, Marc est vraiment un parfait héritier de son père, qui est un très grand romaniste, un historien de la Rome antique, qui a fait une très belle carrière universitaire et à la mémoire duquel le fils est très attaché. Il lui dédie un certain nombre de ses écrits, etc. Donc voilà, c'est une famille qui s'est éloignée de la tradition, mais il y a quand même, et on y reviendra peut-être, une utilité à être attentif aux évolutions chronologiques, c'est notre métier d'historien, et notamment à souligner qu'entre Marc, dont on est en train de parler, et son père,
il y a une certaine forme d'éloignement au fil du temps de la tradition religieuse. Donc la judéité du père Bloch, c'est pas un Durkheim dont le père était rabbin, mais c'est quand même plus que Marc. Et c'est quelqu'un qui était, semble-t-il, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un traditionnaliste, je pense. Alors j'ignore jusqu'où allait la pratique, seulement les grandes fêtes, voire seulement Yom Kippour, la récitation des prières fondamentales durant la semaine, je ne pense pas, mais voilà, on ne sait pas très bien. Il y a un traditionnalisme assez caractéristique, assez typique de ces familles d'optants, des gens qui ont choisi la France, qui ont la passion de la République, un patriotisme incandescent, quand on lit les lettres qu'il écrit avant même la Deuxième Guerre mondiale, c'est très très frappant, c'est à la fois totalement d'une autre époque que la nôtre et assez beau. Et voilà, c'est ça que représente le judaïsme de Bloch. Beaucoup de gens ont parlé de franco-judaïsme ou d'israélitisme pour caractériser ce courant culturel. Juste pour rebondir, je vous laisse la parole. Ce patriotisme très fort, est-ce qu'il n'est pas justement symptomatique de cet israélitisme français de l'entre-deux-guerres, Yann Potin ? Si je peux me permettre, d'autant que, effectivement, alors le père de Marc s'appelait Gustave, il était né en 1848. Le père de Gustave s'appelait Marc déjà, donc tout ça, ce sont des noms bien marqués, si j'ose dire. Et le père de Marc s'appelait Gabriel. Et Gabriel, lui, il était soldat de l'an 2, donc il était déjà engagé au siège de Mayence, et c'est quelque chose que Marc Bloch a souvent répété, et aussi cette idée que pour lui, l'émancipation des Juifs pendant la Révolution française est exactement contemporaine de l'émancipation de tous les autres. Il avait plaisir à rappeler sa famille était devenue libre à peu près en même temps que les Bourguignons, les Auvergnats, les Bretons, et qu'il n'y avait pas de différence à 2-3 ans près. Et je tiens à le souligner parce qu'on ne le mentionne pas forcément, mais Bloch ne l'a jamais mentionné alors qu'il a un ancêtre rabbin très puissant, très important, pour ne pas dire le plus important du XVIIIe siècle, à savoir Chagas Arié, Lion Asser, qui est un des grands commentateurs du Talmud. Et pour vous dire que c'est assez complexe, c'est que ce souvenir s'était perdu dans la famille. Et c'est Étienne Bloch, dans les années 90, qui, en faisant des recherches généalogiques, a retrouvé cet ascendant. Mais alors là, ce souvenir n'a pas été nourri dans la famille. Mais alors, pour en venir à Marc Bloch lui-même, il s'est affirmé très tôt comme laïque, puis comme athée. Finalement, quel juif était-il ? Ça, c'est une grande question difficile qui nous réunit. Je pense que pour répondre à cette vaste question, il faudrait citer des textes, ce qu'on pourra faire d'ailleurs. Il faudrait aussi être attentif, encore une fois, excusez-moi pour ma répétition, à l'évolution. Marc Bloch est né dans le milieu que l'on vient d'évoquer. Et Marc Bloch semble, notamment on le sait grâce à des confidences faites par Étienne Bloch, dont le biographe de Bloch, Peter Schoettler, fait part dans son dernier livre, sorti il y a quelques jours. Marc Bloch s'est inscrit dans ce traditionnalisme d'origine jusqu'à un certain moment qui coïncide peut-être plus ou moins avec la mort de son père Gustave. En tout cas, voilà, il a été élevé dans un traditionnalisme assez courant chez les Juifs de cette époque. Il s'est marié avec une femme juive. On peut le préciser peut-être. Voilà, et non seulement il s'est marié avec une femme juive, mais il s'est marié dans la synagogue de la rue Buffo, donc il a eu un mariage religieux. Tout à fait, le 23 juillet 1919. Et ensuite, il a eu un grand nombre d'enfants, dont, à en croire cette biographie, les 2 premiers garçons ont été circoncis. Et puis ensuite, alors bon, la perte d'un père, ça peut rapprocher certains, ça peut en éloigner d'autres de la pratique religieuse et du sentiment d'appartenance. Chez lui, il semble, en effet, à mesure que son athéisme était affirmé, qu'il s'en soit éloigné. Mais ça, c'est la pratique religieuse. Et là-dessus, il n'y a aucun lieu de... En effet, il était dépris de pratique religieuse. Oui. D'autant qu'il l'affirme dans son testament de Absolument. 1941. Donc, alors justement, oui. Même si on peut dire que le testament de 1941 n'est pas le dernier écrit que nous possédons, 18 mars 1941. Alors, pour préciser, le testament. C'est un texte, le testament de 1841, c'est un texte connu depuis l'après-guerre, parce qu'il a été publié dans les annexes, on va dire, ou en conclusion plutôt de l'étrange défaite en 1946. Il fait partie de l'homme... vraiment de ce par quoi on connaît Marc Bloch comme un martyr. Il l'a dénommé testament spirituel, évidemment, ce n'est pas le titre qu'il porte. Vous pourrez le voir, il va être exposé pendant 6 mois au Panthéon, l'original bien entendu. C'est un 2 feuillets de format qu'on appellerait aujourd'hui A5, donc c'est très court. Donc c'est une sorte plus d'oraison funèbre, comme c'est un genre, il propose
un texte à lire le jour de ses obsèques. On va entendre tout à l'heure, lu par un acteur, cet extrait de la lettre testament de Marc Bloch dans son entièreté, mais je vais juste le reciter pour qu'on essaye de bien, pour qu'on essaye de bien essayer de comprendre un peu la manière dont lui vivait les choses. Donc il écrit, je le cite rapidement, « Je n'ai point demandé que sur ma tombe fussent récitées des prières hébraïques. » Et un peu plus loin, il dit « Je suis né juif, je n'ai jamais songé à m'en défendre, ni trouvé aucun motif d'être tenté de le faire. » Qu'est-ce qu'il dit finalement là, Marc Bloch? Il n'est pas dans le déni ou dans le rejet de ses origines du tout. Mais juste après, il dit qu'il ne revendique être juif que face à un antisémite. S'il faut aller jusqu'au bout du... Donc, il dit que, bien sûr, pour lui, juif n'est rien d'autre qu'une identité comme, je vous l'ai dit, breton, bourguignon, auvergnat, une origine. Au passage, je voudrais rappeler qu'un des plus beaux passages de son dernier texte, l'Apologie pour l'histoire, c'est le démon des origines, où il critique le démon des origines comme idole de la tribu des historiens. Cette fascination généalogique, génétique, que même les historiens ont. Donc, ce démon des origines, il ne peut pas lui attribuer une valeur épistémologique. Donc, il est juif, il dit bien, il est né juif. Et être né juif, ça ne veut pas forcément être juif. C'est-à-dire qu'il admet la filiation, mais ça s'arrête là. Et surtout, il estime que, et ça c'est quand même passionnant, il faut revendiquer dans un seul cas sa judéité, c'est face à un antisémite. Et il dit même, je crois, c'est quasiment comme si c'était pour lui presque une sorte d'obligation, mais presque, vous voyez, une contrainte. Mais il dit de façon très très claire, je n'ai pas le texte parfaitement à l'esprit, mais qu'il lui déplairait beaucoup de manquer au devoir de vérité en faisant réciter des prières auxquelles il ne croit pas, donc c'est l'athéisme, mais que ce serait plus grave encore que de sembler être un renégat en quelque sorte. Ah, tout à fait. Donc je pense que, je suis parfaitement d'accord, il y a effectivement chez lui une judéité qui n'est jamais affirmative ou revendicative, qu'une sorte d'acceptation d'un donné, d'un état de fait, qu'il ne revendique, on l'a déjà dit plusieurs fois, que face à l'antisémite. On peut penser, on en parlera peut-être un peu à la définition de ce que c'est que le juif ou l'antisémite chez Jean-Paul Sartre. Enfin, il y a quelque chose de très réactif, de très interactionnel. Mais toutefois, il y en a aussi, ça c'est une chose qu'Annette Becker dit, je trouve assez bien, il y en a qui vont beaucoup plus loin que lui quand même dans le déni. Et il ne s'agit pas de prétendre ni qu'il était pieux, ce qu'il n'était pas, ni qu'il était croyant, ni qu'il revendiquait. Il y a quand même un certain nombre de textes qui sont très très clairs. Donc le premier responsable de cette... Tout à fait. Faible prise en valeur de la judéité de Marc Bloch, c'est Bloch lui-même. Mais voilà, il y en a d'autres qui vont plus loin dans le déni, et lui n'arrive jamais jusqu'à ces extrémités-là. Mais moi, je pense que pour Bloch, qui est je suis tout à fait d'accord avec Pierre, mais qui se considère d'abord comme un citoyen français, pour lui et dans sa génération, la question de l'origine, je veux dire, une fois de plus, elle est anecdotique et elle relève surtout de la sphère privée. Et donc, son obsession, surtout qu'il en a été l'historien, c'est l'historien de la liberté et de l'affranchissement du servage. Que les Juifs aient été jusqu'en 1789 dans un servage perpétuel, c'est une certitude, juridiquement parlant, j'entends. Que le régime de Vichy est d'une certaine façon, laissons de côté pour l'instant Nuremberg, eu cette prétention aussi de remettre en esclavage les biens spoliables des Juifs, c'est une autre certitude. Simplement, je pense qu'il faut attendre en 1942, quand il comprend que son appartement dont il est locataire est réquisitionné et que ses biens vont être spoliés, pour qu'il ait les effets concrets, puisque précisément de cette servitude contre laquelle il s'est battu, dont il a été l'historien. Une fois de plus, sa thèse s'appelle « Roi et serf », n'est-ce pas ? Donc, c'est une sorte d'entrelac très complexe, parce que, de fait, il voit bien qu'il continue quand même à donner de la légalité au régime de Vichy. C'est ça le problème. Il complexifie les choses jusqu'en 1942. Yann Potin, on va revenir un moment sur la judéité de Marc Bloch. On a bien compris que chez Marc Bloch, il y a une tension, une ambivalence autour de la judéité. Est-ce que finalement, ce n'est pas le propre de la judéité en diaspora ? Et je pose la question à vous qui êtes historien, spécialiste des Juifs de diaspora. Est-ce que cette tension, d'ailleurs,
n'est pas le propre et ne se retrouve pas jusqu'à aujourd'hui, finalement. Oui, certainement. Alors après l'expérience de la diaspora durant 2000 ans, je voudrais quand même l'inscrire dans un contexte un peu plus resserré que celui que vous proposez, même si je pense qu'on peut répondre oui à votre question. Mais je pense que, encore une fois, chez ces cohortes d'intellectuels, mais aussi de hauts fonctionnaires, de militaires, de juifs se sentant très concernés et parfaitement intégrés, ne se posant même pas la question d'un conflit entre leur identité juive et leur appartenance à la République, à la communauté nationale, on retrouve une tension. Ça, c'est pas propre à Bloch, ça me paraît très net. Je pense qu'on l'a un peu évoqué tout à l'heure, il y a dans le fait de mettre en avant cet attachement viscéral à la patrie et à la République quelque chose, et je ne crois pas être en train de jouer le paradoxe, parce qu'on se trouve ça dans pas mal de contextes historiographiques différents, en Autriche-Hongrie ou ailleurs. Dans ce grand patriotisme-là, il y a quelque chose de juif, en fait. Alors, il y a plein de patriotes non juifs, je ne suis pas en train de proférer une absurdité, je crois. Mais voilà, dans ce relatif, cette réticence, disons, ou cette volonté même de masquer en partie l'identité juive, d'une part, tout en l'acceptant face à l'antisémité, on a dit, et d'autre part, cet attachement très fort et très frappant. Enfin, il écrit quelque part qu'il ne lui sera peut-être pas donné de mourir pour la patrie, ce qui fait écho à un grand texte de Kantorowicz, d'ailleurs, Mourir pour la patrie. Il y a quelque chose d'assez juif, de ces fous de la République, viscéralement attachés en France, comme les juifs d'Autriche-Hongrie à la dynastie des Habsbourg, à leur patrie. Et je crois qu'on pourrait même ajouter, plus une question que je poserai à Pierre, qui est beaucoup plus spécialiste que moi, de comment se comportent les Juifs face à cette notion de service militaire ou de mourir pour la patrie. Enfin, il y a vraiment aussi cette idée de tenir ses engagements et de mettre en action ses actes et ses paroles. Et ça, c'est quelque chose, cette forme d'impératif catégorique moral, c'est qu'à partir du moment où on a dit quelque chose, et ce rapport à l'État, quel qu'il soit, en diaspora ou pas, mais qui n'est pas l'État juif, puisque a priori pour Marc Bloch, il n'y a pas d'État juif. Évidemment, on adorerait savoir, malheureusement, dans tout ce qu'on sait de sa bibliothèque, je n'ai pas vu de texte de Herzl. On adorerait avoir qu'un seul indice. Après, il y a une grande partie des livres spoliés qui n'ont pas été restitués. Ben, c'est bien sûr. On ne sait pas. C'est unique. Dans la partie des livres, en tout cas sur les 2500, il n'y a strictement aucune référence qui puisse donner un indice, mais il faut le chercher. Je veux dire, c'est pas fini. Alors Pierre Savy va peut-être nous éclairer, puisque je crois que dans l'optique de cette entrée au Panthéon, vous avez travaillé sur un fonds d'archives de Marc Bloch à Pierrefitte. Racontez-nous ce que vous y avez découvert. Oui, alors j'y ai découvert une chose que d'autres que moi avaient vue, et qui avait été évoquée dans un certain nombre d'écrits consacrés aux aspects biographiques du travail de Marc Bloch. Alors d'abord, c'est une façon de travailler qui n'est plus la nôtre, puisque nous avons des ordinateurs, mais qui quand même frappe vraiment le visiteur qui sera aux Archives nationales, donc à Pierrefitte-sur-Seine, dans l'un des deux grands sites des Archives nationales, l'autre étant à Paris. Et c'était, je pense, au caractère très systématique du travail de Marc Bloch, qui ouvrait des dossiers, qui manifestement, à mesure qu'il se rendait dans des dépôts d'archives un peu partout en France, parfois avec sa famille, parfois tout seul, c'est un gros travailleur, nourrissait ces dossiers, de même que nous, on rajouterait des notes au terme d'un fichier texte dans notre ordinateur, et qui donc, parmi ces très nombreux dossiers, j'en viens au fait, a ouvert un dossier juif. Études juridiques et économiques, enfin un dossier qui est beaucoup moins maigre, qui d'abord existe et qui ensuite n'est pas un petit dossier dans lequel il y a des dizaines de fiches prises généralement sur des feuilles de taille variable, pliées, coupées en deux, où il mélange allègrement. En tout cas, dans l'état actuel de la consultation, on voit tout à la fois ce qu'on appelle des fiches de dépouillement dans notre jargon, c'est-à-dire qu'il est allé aux archives et qu'il a pris des notes sur ce qui l'intéressait. Donc j'imagine assez bien que sur le même fond d'archives, il pouvait prendre des notes qui allaient dans le sous-dossier, la chemise servage, et puis dans la chemise monnaie en cuivre, et puis dans la chemise juif. Et donc, il y a d'autre part, disais-je, des lectures. Donc, il lit beaucoup. Il lit beaucoup d'historiens allemands. Il est très bon germaniste. Et il prend des notes sur énormément de choses, et notamment donc, des historiens de la fin du 19e et du début du 20e qui travaillent sur les Juifs. Donc, la grande question, ces documents existent, et la question qui peut nourrir notre réflexion sur la judéité ou ce qu'il fait de la judéité, c'est ce qu'il en a fait. Et là, l'œuvre écrite de Bloch, qui est facilement recherchable, à la différence de la correspondance
l'œuvre, elle est quand même publiée et assez numérisée, donc on peut assez facilement y chercher une aiguille dans une botte de foin. Et voilà, pour répondre de façon un peu trop simple sans doute, il en fait rien, ou il n'en fait pas grand-chose. Il en fait vraiment pas grand-chose. Récemment, on a réexhumé un texte, La vie d'outre-tombe du roi Salomon, peut-être en parler, qui est un tout petit texte qu'il a écrit aux marges des rois thaumaturges, où là, peut-être, en effet, on voit plus sur le contenu de ce que pourrait être une culture vétérotestamentaire, ou disons, des choses affleurées. Mais c'est vrai que, vous voyez, sur l'histoire sociale des Juifs, c'est vrai, à l'époque médiévale, a priori, il n'y a jamais eu de projet, même si ça concernait directement ses études sur le domaine royal, puisque les Juifs font partie du domaine royal, comme je viens de le dire, bien meuble, quasiment, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et sur le plan, on va dire, de l'histoire culturelle, comme on dirait aujourd'hui, il y a ce frottement avec les rois thaumaturges. Donc j'aurais presque envie de dire, si on voulait aller chercher la culture vétérotestamentaire, et notamment les chroniques des rois d'Israël ou de Juda, eh bien au fond, peut-être que cette idée qu'il est mis en avant, cette question de la sacralité royale du sacre depuis Salomon, et que tout ça, ça donne, par mille évidemment filtres, le toucher royal, ça, par contre, je trouve que c'est quelque chose qui mériterait d'être creusé, puisque d'une certaine façon, c'est bien connu, sur la façade de Notre-Dame, de Paris, les rois, c'est les rois d'Israël. Je voulais rebondir et résumer un peu ce que vous nous avez expliqué sur Marc Bloch et cette espèce de cécité qui était la sienne vis-à-vis à l'égard des lois de Vichy antisémites, jusqu'à quoi, l'été 42, jusqu'à l'invasion des nazis en zone sud. Est-ce que vous diriez, Pierre Savy, que il a évité cette réalité-là parce que finalement, dans le fond, c'était un républicain très patriote qui voulait être français avec tout. Et vous qui avez un peu travaillé donc, sur ces fonds d'archives, je sais qu'on a très peu d'éléments sur sa correspondance privée ou en tout cas ce qu'il pouvait ressentir. Est-ce qu'on sait quand même de quelle manière plus personnelle, intime, il a vécu cette période avant son entrée dans la résistance? Et il a appris que son appartement avait été occupé par les nazis, que ses livres avaient été spoliés. Il est obligé quand même de prendre un pseudonyme pour ne pas signer de son nom juif Bloch dans la revue des Annales. Il sait tout ça. Est-ce qu'on sait un peu de quelle manière il l'a vécu, lui, dans son intimité presque? Moi, je peux répondre à la première partie de votre question qui concerne ce sur quoi j'ai travaillé, c'est-à-dire les archives et plus généralement l'œuvre de Bloch, sur l'incidence de l'évolution extrêmement dense et pratiquement jour après jour, en tout cas mois après mois, durant la guerre. Là, je préfère vraiment laisser la parole à Yann qui connaît 1000 fois mieux que ça cet aspect-là. Moi, il me semble qu'effectivement, alors pas sur le plan de la politique qui lui est contemporaine, mais sur le plan de l'œuvre écrite, il y a quelque chose qu'on peut appeler, avec le mot de cécité, ou enfin de désir de ne pas faire état de choses qu'il a vues. Parce que autant dans les rois thaumaturges ou le petit texte sur le roi Salomon, il affleure effectivement une culture biblique, mais qui est quand même assez modeste à mon avis. Quelques occurrences dans un gros livre. Pour le roi Salomon, il y a une note dans laquelle il remercie un bibliothécaire strasbourgeois qui manifestement sait l'hébreu et connaît un peu le Talmud, ce que visiblement Bloch ne sait donc pas. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. En revanche, dans les archives, ce qu'on voit, c'est qu'il a travaillé sur ça, donc il savait. Il avait le matériel, peut-être pas pour faire un livre de 1000 pages, mais pour nourrir certains de ses grands livres comme La Société féodale. Et néanmoins, il ne l'a pas fait. Donc là, je crois qu'il y a une forme, alors je ne sais pas si le mot de censure appliqué à soi-même est légitime, mais de désir de ne pas en faire état dans ses recherches. Je pense que cette volonté-là ne pouvait pas être inconsciente. Je pense qu'il savait, plus ou moins confusément, qu'il aurait pu en parler davantage, mais que cette appartenance qui était la sienne un peu malgré lui, mais qui était quand même réactivée de façon cruelle par les événements à partir de 1941, cette appartenance le dissuadait d'en faire état. Donc voilà, ça n'a pas passé le stade des cartons au sens très très littéral. C'est aujourd'hui des textes extraordinaires, enfin des notes, des bribes, mais qui sont quand même significatives de sa perception, de ce qui lui parle dans des archives, et qu'on peut voir dans les cartons des archives nationales. Une autre source que je trouve amusante, si on consent de prendre le risque de la surinterpréter, ce sont ces fameux carnets de notes qu'utilisait Bloch. On est nombreux à prendre des notes quand on lit quelque chose. Alors, il lisait de tout. Il lisait du Spinoza et du Montesquieu et de l'histoire, etc., etc.
Et là encore, on voit une sensibilité, disons, dans sa façon de prendre des notes à certaines questions, dont on se dit qu'elle fait forcément écho à son identité juive, surtout dans les années de la guerre. Mais ce sont des bribes, bien souvent. Alors, pour répondre à la question de Madame Goldman, comment il ressent cette persécution qui est réelle, bien entendu. Il était locataire de l'appartement de la rue de Sèvres. Il faut voir que l'appartement de la rue de Sèvres est resté vacant de juillet 40 à janvier 42. Il continue à payer le loyer. Bon. Et très tôt, d'ailleurs, il dit qu'il sait... Alors, dès septembre 40, il dit qu'il prend un risque et que sa bibliothèque risque d'être un jour réquisitionnée. Bien, donc, je dirais que je n'emploierai pas le mot de cécité. J'emploierai le mot de... il anticipe quelque chose qu'il ne veut pas se voir appliquer jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on lui applique le statut, ce statut évidemment qu'il ne reconnaît pas. Je crois que ce qui est le plus important, et là aussi peut-être que ça fait partie tout simplement d'un devoir paternel, on n'a pas besoin de l'attribuer à une quelconque confession ou conscience religieuse. Sa préoccupation en 42, c'est de savoir, enfin début 43, quand la zone libre est occupée, c'est ce que ses fils vont devenir. Il les envoie s'engager par l'Espagne à Londres, n'est-ce pas, les trois. Mais alors justement, il est temps à présent d'aborder son engagement dans la résistance, mais il faut bien insister sur le fait qu'il n'y avait rien de naturel à ce qu'un universitaire de 56 ans, un notable, aille aussi loin dans l'engagement. Comment est-ce qu'on explique? Quel a été son moteur? C'est bien difficile à répondre. Non, je n'ai pas d'élément de réponse. J'évoquerai de nouveau, mais la question qui se pose est celle du coup des années entre la défaite durant l'été 40 et l'entrée dans la résistance, puis dans la clandestinité en 1943. Je ne crois pas qu'on connaisse avec beaucoup de détails les premiers contacts qu'il a noués avec la résistance et la manière dont réellement son entrée dans la résistance et sa capacité d'arriver à des postes, non pas combattants, mais d'organisation assez importants quand même, dans un tête réseau. pensante un peu Voilà. de son réseau. On ne connaît pas très bien le déroulement de cette histoire-là, mais Alors, il y a certainement pardon. le patriotisme et l'effroi devant les mesures, notamment C'est ça. de Mais persécution. si on ne connaît pas très bien, en tout cas, ce qu'on découvre dans votre livre, Yann Potin, c'est qu'il s'est acharné pour rentrer dans la résistance. C'est-à-dire qu'on a Tout à fait. refusé qu'il rentre, et puis finalement, il y est allé Tout à fait. à plusieurs reprises. Alors, à vrai dire, Marc Bloch, on ne l'a peut-être pas assez dit pendant cette conversation, est un combattant. Il aime les armes, il aime le feu. Il suffit de lire ses souvenirs de 14, écrits en 15, en convalescence. Il adore les armes, c'est un homme courageux, par ailleurs, en tout cas, qui fait profession de courage, il déteste les gens couards, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il a écrit L'étrange défaite. C'est que pour lui, l'état-major avait été beaucoup trop pacifiste, beaucoup trop attentiste, et l'esprit munichois, pour lui, c'était la pire des défaites. Donc, en fait, en 1943, il arrive vraisemblablement à un point d'extrémité, d'abord parce que ses enfants veulent s'engager, et entre autres, certainement aussi, parce que justement, ils ont ce sentiment de la persécution, même si ils ont pu finalement s'inscrire man numerus clausus dans la fac de Montpellier, mais il les encourage sans doute, à s'engager. Ils parlent tous à Londres. Étienne sera dans la 2e DB. Louis Bloch sera, né en 1923, sera au BCRA à Londres. Et Daniel aussi participera aux activités de la France Libre. Donc ça fait quand même une belle trilogie. Donc une fois fait ça, début 1943, très clairement, je pense que, aussi parce que Stalingrad est passé, quand même, il faut voir, il y a aussi une chronologie, que pour lui, c'est le temps de reprendre le combat. Et justement, c'est une scène qui a été beaucoup racontée par Maurice Pessis, qui avait à l'époque une vingtaine d'années, étudiant en philosophie à Clermont, d'origine juive, lui pour le coup aussi. Eh bien, Maurice devient cet introducteur en mars 1943 dans le réseau Franc-Tireur, qui est un réseau, on va dire, plutôt centre-gauche, radical-socialiste, en tout cas pas d'extrême gauche. Et en effet, le problème, c'est que Marc Bloch a 56 ans, et que donc il arrive avec son pistolet, il dit « j'ai un pistolet, où est-ce qu'on se bat ?» etc. Et le jeune Maurice est obligé de lui dire « mais la résistance, c'est pas ça. » Justement, la résistance, c'est pas une glorieuse bastarde, j'ai envie de dire. On n'en est pas encore à ce stade. Et surtout, il dit, il faut que tu trouves ta place. Et en effet, je pense que là, il traverse une vraie phase de dépression, mais de dépression dans la dépression. Parce que la persécution, l'invasion de la zone libre, la perte de tous ses biens, le début, le fait que véritablement, il perd son illusion, y compris, pas seulement sur la République,
évidemment sur le régime des Vichy, mais même sur une partie des personnes qui pensaient pouvoir encore compter. Donc de dépression en dépression, il va dans cet engagement qui va le conduire au martyre, très clairement. Parce que je pense aussi que, et il le dit, donc des rares lettres qui ont été lues par Carol Fink entre lui et sa femme, il sait qu'il a pris beaucoup de risques. Je veux dire, il va de soi qu'il ne s'agit pas de dire qu'il est allé... que c'est une forme de résistance, mais il dit, c'est pas du tout ça, mais il s'assume parfaitement, et je pense que il dit quand même dans cet testament, il ne m'aura pas été donné de mourir pour la France pendant ces deux guerres. Ce qui est quand même une phrase qu'il faut écrire ou prononcer. Il ne m'aura pas été donné de mourir pour la France. C'est à elle que je faisais allusion tout à l'heure en parlant de la patrie à tort, mais effectivement, c'est à cette phrase-là que je pensais. Cette idée très de frappante, mourir pour sa patrie, et donc il va finir par trouver quand même sa place. Jean-Pierre Lévy et d'autres, Alban Vistel du réseau. Et effectivement, il va devenir un cadre responsable des mouvements unis de résistance, les Murs. Mais en fait, ça va très vite, puisque tout ça va durer que septembre 1943 et le 8 mars 1944, en effet, il est arrêté. Et là, entre évidemment... Donc à peine plus de 6 mois, finalement. 6 mois d'activité intense. Je crois qu'on a vraiment encore besoin d'études. Et c'est sur l'histoire, justement, de ces intellectuels juifs persécutés, français, et de leurs différentes réactions. Celle de Marc Bloch, elle est claire. Elle est vraiment liée, je pense, à une sorte d'extrémité morale, mais aussi, fondamentalement, à cette idée de libération et d'émancipation. Parce que ce qu'il y a derrière l'année 43-44, c'est que là, tout le monde sait que la libération est possible. Et c'est à cet effort de libération que Marc Bloch veut participer, jusqu'à la mort, évidemment. Alors jusqu'à la mort, justement, parce qu'il a été arrêté par la Gestapo, il a été incarcéré et torturé par Klaus Barbie à la prison de Montluc, à Lyon. Il est finalement assassiné par les nazis et plusieurs légendes ont été construites autour de sa mort. Alors je pense au fait qu'il aurait crié « Vive la France » en s'effondrant, qu'il aurait rassuré les plus jeunes devant le plateau d'exécution. Mais il est avéré aujourd'hui que ces légendes sont apocryphes. En quoi elles nous renseignent malgré tout sur l'aura qu'il pouvait avoir ? Ces légendes, elles synthétisent un peu ce qu'on vient de dire sur l'attachement à la France et sur le courage extraordinaire de cet homme dont la santé était un peu modeste déjà, et puis qui était loin d'être un jeune homme, et qui néanmoins a non pas choisi la mort, mais enfin a assumé de façon très très lucide la possibilité de mourir. Il meurt comme résistant, il ne meurt pas comme juif. Il y a un certain nombre d'observations assez convaincantes qui montrent que, alors même que lors de son arrestation, beaucoup de responsables de son arrestation et de sa torture ont rappelé que c'était un communiste juif. Enfin, bon, il n'était pas communiste. Juif, il l'était, et on l'avait identifié comme tel. Et pourtant, ce n'est pas dans la baraque des Juifs qu'il a été interné. Et c'est vraiment pour fait de résistance qu'il est mort. Et donc, ces légendes, elles confirment. On aurait envie de les croire, mais il semble, comme vous l'avez très bien dit, qu'elles soient peu plausibles, en fait. La véracité de ces faits est assez douteuse, mais elle confirme cette vision très, très mythifiée. Enfin, et je tiens à le dire quand même, dont le caractère mythologique et impressionnant et émouvant fonctionne sur nous. Enfin, on a quand même été élevé et socialisé au métier d'historien lors de cette ascension, certains parlent de canonisation, je ne sais pas si c'est très heureux. En tout cas, on est aujourd'hui là pour parler de panthéonisation, ça c'est factuel, de Marc Bloch. Et c'est vrai que ce modèle-là, au-delà de la légende, il est vraiment très très fort et très puissant. Sur ce récit qui vient de Georges Altman dans la préface de L'Étrange Défaite, alors il est non pas vrai mais véridique, dans le sens où la particularité de ce massacre, ce n'est pas un peloton d'exécution, puisque c'est des lieux de représailles où à la nuit, la Gestapo choisit, et ça va durer pendant tout l'été 1944, des prisonniers de Montluc, dans le désordre, puisqu'il est mort avec des gens, pour la plupart, qu'il ne devait pas connaître. Il y avait plus de 2 tiers de communistes, donc c'était vraiment pas son truc. Et il était nettement, de loin le plus vieux, de très nettement loin le plus vieux. Mais il se trouve qu'il y a eu 2 survivants. Je n'ai pas le temps de raconter pourquoi. J'ai d'ailleurs longtemps cru que c'était aussi une légende, mais pas du tout. Ils ont été mal finis par les... Mal mitraillés. Mal mitraillés. Il y en a un qui a réussi à s'enfuir. Et effectivement, ils ont entendu, ça on a d'autres textes que celui d'Altman, des choses, même à 200 mètres. Et
notamment des gens qui disaient « Vive la France, j'aime ma femme », enfin, tout ce qu'on peut dire Devant la mort. d'édifiant avant qu'on reçoive une balle dans la nuque. Évidemment, dans la nuit à 21h30, même si c'est en juin, c'est encore le crépuscule, et à 100 mètres d'intervalle, comme personne, en plus, ces deux survivants ne connaissaient pas Marc Bloch avant, distinguer et savoir et ce qu'il a pu dire, voilà, d'où vient la légende. Mais c'est pour vous dire qu'elle a une assise, quand même. Factuel. Voilà, c'est qu'elle a cette espèce de ce petit fait vrai. Après, Marc Bloch, dans cette marche à la mort, elle est elle a un sens aussi par rapport au fait qu'il a, toujours estimé que ça faisait partie du contrat du citoyen d'accepter la mort. Et ça, une fois de plus, dès ces textes de 14, c'est quelque chose de fondamental. Donc, il meurt en soldat, dans sa tête. Et il meurt avec ses 3 médailles. Puisque le rapport de police du lendemain, que nous possédons et qui sera aussi, alors là, pour le coup, feuilletable en facsimilé au Panthéon, précise bien que Maurice Blanchard, un certain Maurice Blanchard, professeur à la Sorbonne, c'était le pseudo qu'il avait à ce moment-là, avait ses 3 médailles, Croix de guerre et Légion d'honneur, sur lui. Allez, une dernière question pour conclure cette première partie d'émission. À qui appartient la mémoire de Marc Bloch alors qu'il entre au Panthéon? Je vous pose la question en votre qualité l'un et l'autre d'historien parce que les descendants de Marc Bloch aujourd'hui entendent valoriser avant tout le grand républicain, le laïc, le défenseur de la démocratie, le patriote qu'il a été, mais en mettant en sourdine d'autres aspects de sa personnalité, notamment son engagement dans les rangs de l'armée française, vous l'avez rappelé, Première Guerre mondiale, puis drôle de guerre en 1939, et également ses origines juives. Qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre? J'aurais tendance à penser qu'il faut pour cela attendre le soir du 23 juin et le discours du président de la République pour savoir exactement, d'abord, non pas à qui appartient la mémoire de Marc Bloch, la réponse elle est simple. Elle appartient à tout le monde. Et a fortiori, après la panthéonisation, puisque c'est une nationalisation au sens propre. Une façon de l'inscrire à la mémoire, dans la mémoire Voilà, nationale. c'est ça. Donc, là, c'est vrai que c'est un peu suspendu. J'ai envie de répondre. Emmanuel Macron, ce sera sa 6e et dernière panthéonisation. En 8 ans, il aura été responsable d'un tiers des panthéonisations de la Ve République. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que à lui tout seul, il a changé le visage du Panthéon. En tout cas, son nombre de visiteurs qui est passé de 200 000 à 1 million en une décennie. Ce que je vois, en tout cas pour moi, en tant qu'observateur et historien un peu des mémoires, c'est que, l'absence de corps se multiplie, alors qu'avant c'était une règle absolument intangible. Voyez Aimé Césaire en 2008, la seule panthéonisation que Nicolas Sarkozy ait voulu faire. Depuis 2015, et Geneviève Antonios de Gaulle et Germaine Tillon, le nombre de non-transferts de corps se multiplie. Je pense même que maintenant, si c'est possible, pourquoi ne pas avoir, le cénotaphe au Panthéon et le caveau personnel? C'est une évolution, parce que ça répond à votre question. Ça veut dire qu'en effet, un panthéonisé peut continuer à avoir une mémoire personnelle et une mémoire familiale, ce qui n'était pas le cas avant. À partir du moment où il était nationalisé, sa famille n'avait plus rien à dire. Et au XIXe siècle, franchement, on ne consultait pas les familles comme aujourd'hui. Pierre Savy, vous voulez ajouter quelque chose sur la question de la mémoire? Pas beaucoup. Moi, je trouve très intéressante l'ensemble des choses que tu viens de nous dire, et notamment cette capacité nouvelle qu'a le Panthéon, puisqu'on l'ignore encore beaucoup, de maintenir une privatisation, une privauté de la mémoire, du fait notamment de ce non-transfert des dépouilles. Ça, c'est quelque chose d'assez pragmatique, mais en fait de tout à fait essentiel, quoi. Et le dernier point sur lequel je voudrais revenir, parce que vous avez tendu un peu cette perche, Laurence Goldman, je pense que c'est une question importante. Évidemment, chacun dit ce qu'il veut, et bien évidemment, l'avis de la famille et des descendants de Marc Bloch nous importe. Toutefois, comme Yann Potin vient de le dire, c'est une mémoire qui appartient à tout le monde, à toutes et à tous, et notamment à la communauté nationale, puisque c'est une forme de nationalisation, comme on l'a dit.
Et du coup, je pense que voilà, la gêne que certains éprouvent à l'égard de l'évocation de la judéité, sans du tout devoir nous conduire à insister trop sur celle-ci ou à lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites. Et je crois qu'on a été assez clair en rappelant son athéisme, son refus de toute solidarité raciale, son refus de se considérer comme inscrit dans une communauté qui ne soit pas la communauté du peuple français, le seul peuple qui se reconnaisse. Et bien donc, avec cette prudence et ce souci d'exactitude, je pense que c'est une réflexion qu'il faut conduire. Et dans beaucoup de travaux collectifs qui ont été menés sur Marc Bloch, dans beaucoup d'écrits aussi sur lui, cet aspect-là, qu'il faut prendre avec beaucoup de finesse et de sens de la mesure et de la complexité, me semble sous-représenté. C'est aussi à ce titre que je suis très content qu'on ait pu avoir cette discussion aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Savy, merci Yann Potin. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage que vous avez dirigé avec Florian Mazel, Marc Bloch, l'histoire en résistance. Et Pierre Savy, je rappelle également votre actualité. Vous avez publié un ouvrage avec Lisa Wapner, Brève histoire des croyances et préjugés antisémites. Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Testament de Marc Bloch. Où que je doive mourir, en France ou sur la terre étrangère, et à quelque moment que ce soit, je laisse à ma chère femme ou à son défaut, à mes enfants, le soin de régler mes obsèques comme ils le jugeront bon. Ce seront des obsèques purement civiles. Les miens savent bien que je n'en aurais pas voulu d'autres. Mais je souhaite que ce jour-là, soit à la maison mortuaire, soit au cimetière, un ami accepte de donner lecture des quelques mots que voici. Je n'ai point demandé que sur ma tombe fussent récitées les prières hébraïques, dont les cadences pourtant accompagnèrent vers leur dernier repos tant de mes ancêtres et mon père lui-même. Je me suis toute ma vie durant efforcé de mon mieux vers une sincérité totale de l'expression et de l'esprit. Je tiens la complaisance envers le mensonge de quelque prétexte qu'elle puisse se parer pour la pire lèpre de l'âme. Comme un beaucoup plus grand que moi, je souhaiterais volontiers que pour toute devise on gravât sur ma pierre tombale ces simples mots. Dilexit veritatem. C'est pourquoi il m'était impossible d'admettre qu'en cette heure des suprêmes adieux, où tout homme a pour devoir de se résumer soi-même, aucun appel fût fait en mon nom aux effusions d'une orthodoxie dont je ne reconnais point le credo. Mais il me serait plus odieux encore que dans cet acte de probité, personne ne put rien voir qui ressemblât à un lâche reniement. J'affirme donc, s'il le faut, face à la mort, que je suis né juif, que je n'ai jamais songé à m'en défendre ni trouvé aucun motif d'être tenté de le faire. Dans un monde assailli par la plus atroce barbarie, la généreuse tradition des prophètes hébreux que le christianisme, en ce qu'il eut de plus pur, repris pour l'élargir, ne demeure-t-elle pas une de nos meilleures raisons de vivre, de croire et de lutter? Étranger à tout formalisme confessionnel comme à toute solidarité prétendument raciale, je me suis senti durant ma vie entière, avant tout, et très simplement français. Attaché à ma patrie par une tradition familiale déjà longue, nourrie de son héritage spirituel et de son histoire, incapable en vérité d'en concevoir une autre, où je puisse respirer à l'aise, je l'ai beaucoup aimé et servi de toutes mes forces. Je n'ai jamais éprouvé que ma qualité de juif mit à ces sentiments le moindre obstacle. Au cours des 2 guerres, il ne m'a pas été donné de mourir pour la France. Du moins, puis-je en toute sincérité me rendre ce témoignage? Je meurs comme j'ai vécu, en bon français. Marc Bloch. Clermont-Ferrand, le 18 mars 1941. Et nous poursuivons cette émission consacrée à la panthéonisation de Marc Bloch. À nos côtés, Sarah Gainsburger, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste de la mémoire, directrice de recherche au CNRS et à Sciences Po Paris. Et vous menez actuellement une étude sur le rapport des Français aux panthéonisations sous l'ère Macron en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès. Joël Alazard, bonjour à vous également. Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire, professeur de Cagnes au lycée Louis-le-Grand. Vous êtes la présidente de l'association des professeurs d'histoire et géographie et vous avez récemment publié un article dans la revue L'Histoire sur la perception de cette panthéonisation chez les lycéens. Pour commencer, Sarah Gainsbourger, pouvez-vous nous expliquer en votre qualité de sociologue de la mémoire ce que signifie le geste de la panthéonisation? Quelle en est la visée première? Alors, comme l'indique le Panthéon lui-même, l'idée c'est de mettre en valeur et de célébrer des grands hommes et maintenant quand même des grandes femmes qui sont susceptibles de servir d'exemple à la population générale et beaucoup aujourd'hui dans le discours public aux jeunes générations en termes de valeurs de la République, de valeurs auxquelles on peut se raccrocher et d'exemples. Donc ça c'est le cadre général. C'est décidé par la présidence de la République. Après, et en lien avec souvent des initiatives venant de la population, il peut y avoir diverses pétitions, démarches et demandes qui sont adressées à la présidence de la République. Et donc, la connotation, elle est quand même donnée officiellement par le président de la République, par le discours qu'il va faire au moment de la panthéonisation, mais aussi en amont, quand il annonce son choix de la panthéonisation. Et dans le discours d'Emmanuel Macron, pour ce qui concerne l'annonce de la panthéonisation de Marc Bloch qui a eu lieu à Strasbourg, il était dit que c'était pour son œuvre, son enseignement et son courage. Donc là, on a déjà 3 dimensions apparemment qui sont importantes, en tout cas dans l'esprit du président et de ses conseillers. Mais alors justement, comment cette figure de Marc Bloch s'est-elle imposée? Alors ça, je serais incapable de le dire. Par contre, il y a plusieurs éléments qu'on peut avoir en tête. C'est d'une part qu'il y a eu, sous la présidence de François Hollande, une grande enquête sur le rapport des Français aux panthéonisations et un rapport sur l'avenir du Panthéon, que tu as sûrement eu, Joël, rapport de Laval, qui préconisait de suivre certaines attentes que la population qui s'intéressait au Panthéon, ce qui n'est pas le cas de toute la population, avait vis-à-vis du Panthéon, et notamment plus de diversité dans les choix, plus de femmes, donc ça, ce n'est pas exactement le cas de Marc Bloch, mais aussi plus d'intellectuels et de scientifiques. Oui, mais Marc Bloch reste une figure assez méconnue, il faut le dire. Donc c'est pour ça que c'est assez intriguant. Oui, alors en cherchant, mais Joël aura sûrement plus d'informations que moi, donc il faut savoir qu'il y a eu 6 cérémonies de panthéonisation sous la présidence d'Emmanuel Macron. C'est énorme, c'est le plus grand nombre de panthéonisations par président depuis la Ve République. Donc après celle de Joséphine Baker, les producteurs et journalistes de France Culture se sont amusés à un petit jeu entre eux. Et plus de 20 d'entre eux ont été sollicités pour savoir qui préconiserait comme prochaine personne panthéonisée. Xavier Mauduit, à cette époque, avait lui proposé Marc Bloch. Donc c'était, je pense, pour les historiens en tout cas, quelque chose qui faisait consensus. Oui, effectivement. Moi, je me souviens d'un appel, alors je ne sais plus si c'était en 2004 ou en 2006, d'historiens, je crois qu'ils étaient 2006. 14. Voilà. Et parmi eux, par exemple, il y avait Jacques Le Goff qui appelait à la panthéonisation de Marc Bloch. Bon, ça n'avait pas été finalement suivi d'une décision, d'une annonce de l'Élysée, et on a vu le dossier rebondir plus récemment. Vous rappeliez, Sarah Gainsbourger, que depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, Marc Bloch sera le 6e panthéonisé. On a ces chiffres. Sous la Ve République, 59% des personnes qui sont entrées au Panthéon ont un rapport avec la Seconde Guerre mondiale et 50% d'entre eux avec la Résistance. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas terminé avec ce passé douloureux? Vichy, la Résistance sont encore aujourd'hui, plus de 80 ans après, un cadre référentiel politique, une sorte de boussole qui nous dit le bien, qui nous dit le mal. Alors, dans l'enquête à laquelle je faisais référence de 2014, il était clair que pour la population française, la résistance et la Seconde Guerre mondiale restaient le thème à privilégier pour les entrées au Panthéon. Alors, je ne sais pas si c'est douloureux, c'est plutôt le côté exemplaire, les modèles auxquels on peut se référer, on peut essayer de porter ces modèles en exemple pour les jeunes et les moins jeunes. Mais précédemment, ça a été fait de manière un peu plus classique. Par exemple, là, la question de la résistance, elle a été abordée dans ces dernières panthéonisations de manière un peu différente, puisque Joséphine Baker a quand même été panthéonisée aussi en tant que résistante, Missak Manoukian en tant que résistant, évidemment.
et avec un profil quand même moins classique, du fait de sa nationalité étrangère, de son engagement dans les FDP-MOI. Et Marc Bloch, il l'est en tant que résistant, mais aussi, je pense, en tant qu'enseignant et historien. Et aussi, et ça on n'en a peut-être pas parlé, c'était une dimension qui aussi revenait dans cette enquête, et le fait que ce soit annoncé à Strasbourg, je trouve que c'est intéressant, c'est aussi une dimension européenne. C'est-à-dire que certes, Marc Bloch est français, complètement français, mais il s'est engagé dans la construction d'une pensée européenne, d'un dialogue intellectuel européen. Il a enseigné à Strasbourg, qui était un lieu de métissage entre la France et l'Allemagne, tout en étant un ancien de la Première Guerre mondiale, un ancien soldat distingué et très courageux de la Première Guerre mondiale. Et donc ça, c'est une dimension européenne qui était aussi appelée de leur vœu par les gens qui avaient été enquêtés au moment de cette enquête, et qui apporte une dimension supplémentaire. Donc finalement, il y a la résistance en tant que telle, elle peut être diverse, et c'est aussi cette diversité qui a été mise en avant dans les dernières panthéonisations. Je pense. Joëlle Lazare, j'aimerais revenir un instant sur cette tribune que vous avez mentionnée, qui avait été signée par de nombreux historiens qui avaient travaillé sur l'idée de la nation française. On retient souvent de Marc Bloch cette phrase tirée de L'étrange défaite, donc ce livre qu'il avait écrit à l'été 40. Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Et cette phrase est sujette à de multiples interprétations, voire de récupération. Et donc, on se demande que peut représenter Marc Bloch pour la nation française ? Oui, c'est une phrase qui est effectivement très souvent citée en dehors de toute contextualisation et qui pourrait laisser penser aussi qu'on a avec Marc Bloch un nationaliste, alors qu'on a avant tout un patriote, finalement, voilà, le soldat de deux guerres mondiales, mais quelqu'un qui était par ailleurs profondément européen, qui a favorisé aussi le dialogue avec l'Allemagne dans un temps de tentative de réconciliation. Donc aujourd'hui, je pense qu'on panthéonise en fait toutes les facettes, à la fois l'historien, le grand médiéviste, le fondateur des annales, et puis l'homme qui effectivement ne s'est jamais réfugié uniquement dans sa tour d'ivoire d'historien et qui a accepté aussi de prendre les armes, et puis qui a fait le choix de la résistance alors qu'il aurait pu avoir un poste à New York, qu'il aurait pu partir. Et il est resté pour prendre les armes et combattre l'ennemi. Est-ce que finalement tout ceci n'est pas une affaire de point de vue, du point de vue de la communauté à laquelle on appartient, et que chacun met du sens, le sens qui est le sien lors d'une panthéonisation, en l'occurrence celle de Marc Bloch. Les historiens dont vous faites partie, Joëlle Lazare, verront surtout le premier historien qui entre au Panthéon. D'autres y verront le grand résistant, un martyr, assassiné par la Gestapo. D'autres encore, on en a parlé dans la première partie de cette émission, y verront le prototype, peut-être l'exemple, le symbole de cet israélitisme français propre aux années 30. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses aujourd'hui ou est-ce que vous diriez qu'une figure s'impose par-delà les autres ? Je pense qu'il faut considérer l'unité d'un homme. Mais c'est vrai que je réfléchissais, même chez les historiennes, même chez les historiens, on a chacun notre Marc Bloch, on n'est pas forcément rentré en contact avec ses écrits de la même manière. Je pense qu'il y a un livre qui a été republié en 90 avec une nouvelle préface qui est très importante, qui est L'étrange défaite. Ça a souvent été une porte d'entrée pour de nombreux historiens et historiennes. Mais par exemple, quand on est médiéviste, on a plutôt commencé avec les rois thaumaturges ou avec son travail inaugural de thèse sur les serfs. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai une relation assez particulière avec Marc Bloch, parce que ça a été dit, même si je fais de l'histoire par ailleurs, je suis d'abord sociologue. Et moi, je suis une grande spécialiste d'un sociologue qui s'appelle Maurice Alvax, qui est le grand inventeur de l'approche sociologique de la mémoire. Et Maurice Alvax a été aussi proche de l'École des Annales. Il a très bien connu Marc Bloch. Et ils ont eu une discussion scientifique par article interposé. Et Marc Bloch a écrit un article sur la recension du premier livre de Maurice Alvax sur la mémoire, assez critique d'ailleurs, que j'ai moi-même commenté de façon abondante. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que vous avez dit sur les différents points de vue, c'est ce qu'il faut comprendre dans les processus mémoriels. C'est pas propre à Marc Bloch, c'est pas propre au Panthéon. La mémoire, c'est pas le passé, c'est pas l'histoire. La mémoire, c'est un point de vue sur le passé, un point de vue sur la présence du passé dans la société contemporaine.
Et donc, que ce soit pour Marc Bloch ou pour tout autre événement, c'est toujours précisément une question de point de vue. Et ça, par exemple, c'est exactement ce qu'a écrit Maurice Elvax. Parce que, et ce point de vue, il va dépendre de notre place dans la société, avec qui on est en interaction, avec qui on parle. Peut-être d'ailleurs que moi, selon les moments de ma journée, si je parle de Marc Bloch ou si je veux mettre en avant une dimension de Marc Bloch, ce ne sera pas forcément la même dimension. Même, j'imagine, Joël, devant une classe, vous n'allez pas mettre en avant, les historiens, les enseignants, la même dimension de l'histoire de Marc Bloch, de sa panthéonisation, qu'entre historiens ou vis-à-vis du politique, parce que ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui mentent ou que... Non, c'est que, en fait, c'est une question de regard. Et voilà. Et c'est nous qui aussi avons mis en œuvre un certain nombre d'événements, de rencontres partout sur le territoire. Et puis au-delà des frontières, il y a un rayonnement aussi international là, de la panthéonisation. Il y a eu des colloques au Brésil, en Italie, en Allemagne, à Berlin, au centre Marc Bloch, pour nous approprier aussi cette mémoire. Finalement, qui veut bien s'y approprier. Entre professeurs, par exemple, on parle beaucoup du professeur qu'il a été, de son engagement en 1937, alors qu'il est vraiment au sommet de sa carrière. En Sorbonne, il choisit d'aller enseigner aux formatrices des institutrices. Et on a des textes où on sait qu'il se sait au moins aussi utile qu'en Sorbonne. En 1938, il publie dans l'ancêtre de la revue Historien-Géographe, qui est la revue de la PHG, il y avait un bulletin de la SPHG. Il publie un article assez long sur la réforme de l'enseignement entreprise par Jean Zay et réfléchit vraiment à ce qu'on doit apprendre. Ça, c'était quel quelque chose type qui d'histoire tenait vraiment à cœur. Mais vraiment, il a un engagement d'enseignant aussi et il pense le secondaire, il pense les cycles qui sont mis en place alors qu'il est professeur à la Sorbonne, qu'il est déjà depuis 10 ans cofondateur des Annales. Ça, je pense que ça tient beaucoup, tu me corriges si je me trompe, à son rapport à la République, parce qu'il pense que c'est quelque chose que le maillon de l'éducation, y compris de l'éducation secondaire, c'est un maillon très important, un peu comme Émile Durkheim en son temps, qui a beaucoup travaillé sur la pédagogie. De ce point de vue-là, ça va avec son profil de savant, mais de savant en société, dans une société qu'il espère meilleure. Et puis il y a former le citoyen, mais il y a aussi l'intérêt nouveau pour la pédagogie. Parce que par exemple, il explique que des enfants trop jeunes ne doivent pas être confrontés à des éléments trop compliqués qu'ils répéteraient par cœur sans se les être appropriés, etc. Oui, il est très opposé donc ça résonne, au bachotage. Voilà, ça résonne très fortement en fait avec nos attentes contemporaines. On va revenir avec vous, Joël Lazare, sur les valeurs qui étaient celles de Marc Bloch et qui font sens aujourd'hui et que vous transmettez à vos élèves et peut-être aussi la manière dont ils les reçoivent. Mais auparavant, Sarah Gainsbourger, une question sur la judéité de Marc Bloch, ce vaste sujet que nous avons abordé dans la première partie de cette émission et qui a été un peu peut-être passé sous silence ou peu commenté, peu étudié par les spécialistes. On a un peu le sentiment que voilà, c'est une question qui arrive aujourd'hui. Certains la qualifient de sartrienne, la judéité de Marc Bloch, puisqu'en fait, il ne se revendiquait comme juif uniquement face aux antisémites. Est-ce que vous pensez que sa judéité, cette identité-là qui faisait partie de lui, assumée ou non, d'ailleurs, ça a été un élément qui a joué dans la décision de le faire entrer au Panthéon, dans le contexte qui est le nôtre depuis le 7 octobre 2023, avec cette résurgence très forte de l'antisémitisme en France et un peu partout dans le monde? À mon avis, ça n'a pas vraiment été déterminant dans le choix de sa panthéonisation, parce que il y a eu d'autres panthéonisés récents qui ont quand même mis en avant beaucoup plus l'histoire juive, comme bien sûr Simone Veil ou Robert Badinter. Donc ce n'était pas un élément, à mon avis, qui, dans la diversité du cadélioscope des panthéonisations, était déterminant. Après, il se trouve que l'actualité se télescope avec la question des livres de Marc Bloch, puisque l'appartement de Marc Bloch a été réquisitionné par les Allemands et pillé dans une très large part. Donc sa bibliothèque a été pillée. Et certains de ces livres, suite à tout un travail qui a été entrepris par le ministère de la Culture, la mission dédiée à la restitution des biens culturels et la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, il y a tout un travail d'identification des livres de Marc Bloch qui restent dans les bibliothèques publiques en France et en Allemagne. Et donc,
quand ils sont identifiés, ils sont restitués. Donc ça, il se trouve que c'est une temporalité qui est parallèle, qui, à mon avis, est relativement indépendante. Les dynamiques sont indépendantes. Ce n'est pas du tout l'Élysée qui a activé cette... Mais donc ça crée un peu un écho supplémentaire à cette panthéonisation qui remet la judéité au centre. Mais je ne pense pas qu'elle était au cœur de la décision de panthéonisation. Non, tout à fait. Vous, Joëlla Lazare, qui êtes au contact de la jeunesse, comment la mémoire de Marc Bloch résonne aujourd'hui auprès des jeunes générations ? Alors c'était un défi quand même, parce que quand on a su que Marc Bloch était panthéonisé, c'était une joie profonde, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Voilà, parce que c'est une figure de référence tutélaire pour toute la profession. Mais il faut avouer que les élèves ne le connaissaient pas du tout. En fait, quand on a annoncé, par exemple, la panthéonisation de Robert Badinter, tous les élèves connaissent le nom de Robert Badinter, là, Marc Bloch, voilà. Alors, évidemment, on peut le présenter comme résistant, mais l'idée, c'était aussi de montrer quel historien, et puis ce qu'il apportait aussi du point de vue de l'émancipation intellectuelle, critique, de la formation du citoyen. Donc, on a mis beaucoup d'événements en place, en fait, à la PSG. Il y a eu une première journée au mois de septembre dans l'amphithéâtre Richelieu pour les professeurs, avec beaucoup de spécialistes de la vie, de l'œuvre de Marc Bloch, pour que les professeurs puissent s'approprier justement l'œuvre de Marc Bloch. On a fait des sélections aussi de textes, on a mis des fiches en ligne. Alors il y en a eu aussi sur le site du ministère et du SCOL peu de temps après nous. On a mis au point une exposition. Et donc là, l'idée, c'est que tous les collègues puissent dans l'année avoir travaillé au moins 1 heure ou 2 sur Marc Bloch, au minimum, à l'aide de fiches, en fonction des élèves qu'ils ont, en fonction des points d'entrée. Ça peut être par de l'histoire médiévale en 5e, pourquoi pas. On a conçu des choses comme ça. On a conçu aussi des fiches d'activité pour les cycles 3. Donc pour les plus petits, ou alors par le lycée, pour le lycée, alors soit par les guerres mondiales, Première ou Deuxième Guerre mondiale, ou par l'apologie pour l'histoire. Oui, l'idée, c'est vraiment... d'entrée sont multiples. Ah oui. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui sont... En ce moment, on doit faire beaucoup d'EMI, on doit décrypter l'actualité aussi, et puis essayer de déjouer les instrumentalisations, évidemment, les fake news, etc. Et donc, il y a beaucoup de collègues qui travaillent sur le texte que Marc Bloch avait écrit après la Première Guerre mondiale, sur les réflexions d'un historien sur les fausses rumeurs de la guerre. On ne parlait pas encore de fake news, mais il s'agissait effectivement de travailler finalement sur des sujets qui aujourd'hui résonnent puissamment avec le contemporain. Sarah Gainsbourg, vous avez travaillé sur la manière dont les Français perçoivent ces panthéonisations. Est-ce que finalement, vous diriez, vous constatez qu'il y a un écart entre le message que le politique entend faire passer au travers de ces grandes cérémonies et la façon dont la société le reçoit? Alors, c'est un peu le thème de notre enquête qui vient de débuter, donc on n'a pas encore les résultats, mais d'un point de vue, on a déjà quelques éléments, d'un point de vue déjà quantitatif. Ce qui est intéressant, c'est de voir, on a eu l'occasion récemment, dans une enquête Ipsos auprès d'un échantillon représentatif de 10 000 personnes, grâce à la Fondation Jean Jaurès, de pouvoir interroger les Français sur leur connaissance des personnes qui ont été panthéonisées depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et c'est très divers. Par exemple, il y a seulement 6% qui considèrent que Maurice Genevoix a été panthéonisé. Un peu moins 45% de mémoire qui disent que Joséphine Baker a été panthéonisée. 25% seulement pour Missak Manoukian, qui a été panthéonisé assez récemment. Par contre, 71% savent que Simone Veil a été panthéonisée, un peu plus de 50% pour Robert Badinter. Donc, ça dépend aussi beaucoup de ce qui... Comme on le disait tout à l'heure en aparté, la panthéonisation, elle ne se passe pas le jour J. Elle est l'aboutissement d'un long processus de publicisation autour de la figure. Et plus la figure, finalement, a été déjà travaillée dans de multiples dimensions en amont, plus ça va marquer, mais possiblement de manière très différente. Il y a très longtemps, dans ma jeunesse, je m'étais intéressée, j'avais fait une thèse sur la reconnaissance des justes de France. Et j'avais fait... qui donc sont rentrés collectivement en Panthéon en 2007 en tant que catégorie, de manière anonyme. Et j'avais fait tout un terrain au Panthéon, j'avais demandé aux gens pourquoi ils venaient, qui ils étaient et qu'est-ce qu'ils pensaient de cette panthéonisation. Ce qui était incroyable, c'était que chacun vraiment interprétait la symbolique de cette panthéonisation de manière complètement différente et surtout comme la projection d'eux-mêmes.
Donc par exemple, quelqu'un qui venait du Maroc m'avait expliqué qu'en fait finalement c'est un peu le reflet de l'attitude du roi du Maroc vis-à-vis des Juifs pendant la guerre. Une bonne sœur était venue visiter et me parlait des clercs, etc. Donc vraiment chacun en fait projetait un peu son... Donc il y a un décalage. Mais quelque part, ça peut marcher que parce qu'il y a un décalage. S'il n'y avait pas de décalage, ça voudrait dire que ça ne marche pas, de mon point de vue. Ou alors, ça voudrait dire qu'on est vraiment dans un régime autoritaire, ce qu'on, personnellement, je ne souhaite pas. Donc, le décalage est aussi signe qu'il y a un effet. Parce que s'il n'y a pas de décalage, finalement, il n'y a pas d'appropriation. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour cet éclairage. Je rappelle que cette émission est à retrouver en intégralité sur academ.org et radio-rcj.info. Merci à vous. Présentation du témoin. Ces pages seront-elles jamais publiées? Je ne sais. Il est probable en tout cas que, de longtemps, elles ne pourront être connues sinon sous le manteau, en dehors de mon entourage immédiat. Je me suis cependant décidé à les écrire. L'effort sera rude. Combien il me semblerait plus commode de céder au conseil de la fatigue et du découragement. Mais un témoignage ne vaut que fixé dans sa première fraîcheur, et je ne puis me persuader que celui-ci doive être tout à fait inutile. Un jour viendra, tôt ou tard, j'en ai la ferme espérance, où la France verra de nouveau s'épanouir, sur son vieux sol béni déjà de tant de moissons, la liberté de pensée et de jugement. Alors, les dossiers cachés s'ouvriront. Les brumes, qu'autour du plus atroce effondrement de notre histoire commencent dès maintenant à accumuler tantôt l'ignorance et tantôt la mauvaise foi, se lèveront peu à peu. Et peut-être les chercheurs, occupés à les percer, trouveront-ils quelque profit à feuilleter, s'ils le savent découvrir, ce procès-verbal de l'an 1940. Je n'écris pas ici mes souvenirs. Les aventures personnelles d'un soldat, parmi beaucoup, importent en ce moment assez peu et nous avons d'autres soucis que de rechercher le chatouillement du pittoresque ou de l'humour. Mais un témoin a besoin d'un état civil. Avant même de faire le point de ce que j'ai pu voir, il convient de dire avec quels yeux je l'ai vu. Écrire et enseigner l'histoire, tel est, depuis tantôt 34 ans, mon métier. Il m'a amené à feuilleter beaucoup de documents d'âges divers pour y faire de mon mieux le tri du vrai et du faux. À beaucoup regarder et observer aussi. Car j'ai toujours pensé qu'un historien a pour premier devoir, comme disait mon maître Pirenne, de s'intéresser à la vie. L'attention particulière que j'ai accordée dans mes travaux aux choses rurales a achevé de me convaincre que, sans se pencher sur le présent, il est impossible de comprendre le passé. À l'historien des campagnes, de bons yeux pour contempler la forme des champs ne sont pas moins indispensables qu'une certaine aptitude à déchiffrer de vieux grimoires. Ce sont ces mêmes habitudes de critique, d'observation, et j'espère d'honnêteté, que j'ai essayé d'appliquer à l'étude des tragiques événements dont je me suis trouvé un très modeste acteur. La profession que j'ai choisie passe ordinairement pour des moins aventureuses. Mon destin, commun sur ce point avec celui de presque toute ma génération, m'a jeté par 2 fois, à 21 ans d'intervalle, hors de ces paisibles chemins. Il m'a en outre procuré sur les différents aspects de la nation en armes une expérience d'une étendue, je crois, assez exceptionnelle. J'ai fait 2 guerres. J'ai commencé la première au mois d'août 1914 comme sergent d'infanterie, en pleine troupe par conséquent, et presque au niveau du simple soldat. Je l'ai continué successivement comme chef de section, comme officier de renseignement, attaché à un état-major de régiment, enfin avec le grade de capitaine dans les fonctions d'adjoint à mon chef de corps. Ma seconde guerre, j'en ai vécu la plus grande partie à l'autre extrémité de l'échelle, dans un état-major d'armée en relation fréquente avec le GQG. Tranchant à travers les institutions et les milieux humains, la coupe, on le voit, n'a pas manqué de variété. Je suis juif, sinon par la religion que je ne pratique point, non plus que nul autre, du moins par la naissance. Je n'en tire ni orgueil ni honte, étant, je l'espère, assez bon historien
pour n'ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe. Et la notion même de race pure, une absurdité particulièrement flagrante lorsqu'elle prétend s'appliquer, comme ici, à ce qui fut en réalité un groupe de croyants recrutés jadis dans tout le monde méditerranéen, turco-khazar et slave. Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas, en face d'un antisémite. Mais peut-être les personnes qui s'opposeront à mon témoignage chercheront-elles à le ruiner en me traitant de métèque. Je leur répondrai sans plus que mon arrière-grand-père fut soldat en 93, que mon père, en 1870, servit dans Strasbourg assiégé, que mes deux oncles et lui quittèrent volontairement leur Alsace natale après son annexion au Deuxième Reich, que j'ai été élevé dans le culte de ces traditions patriotiques dont les Israélites de l'exode alsacien furent toujours les plus fervents mainteneurs, que la France, enfin, dont certains conspireraient volontiers à m'expulser aujourd'hui, et peut-être, qui sait, y réussiront, demeurera, quoi qu'il arrive, la patrie, dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né. J'ai bu aux sources de sa culture. J'ai fait mien son passé. Je ne respire bien que sous son ciel. Et je me suis efforcé, à mon tour, de la défendre de mon mieux.